6e soirée, si je ne me trompe pas, qui est consacrée à une des artistes qui expose dans l'exposition. Donc c'est un peu particulier aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Essie, qui n'est plus là, qui est décédé. Donc les 7 autres artistes sont des artistes plus jeunes et sont venus à la galerie pour parler de leur travail. Donc Essie sera absent, il est présent par ces deux œuvres, qui sont donc les deux œuvres l'une au-dessus de l'autre, qui sont celle qui est en haut, un bâton pédagogique, que Essie avait donc réalisé dans les années 70, un bâton pédagogique qui utilise ce nom d'une sorte d'écriture élémentaire, de lettres qui seraient formées avec de simples bâtons, et en même temps, comme tout son travail, qui tend à la fois à une série, mais qui sort aussi de la série, puisque ces bâtons sont interrompus par une forme plus libre qui intervient dans l'espace, une autre couleur aussi. Et puis la pièce qui est en dessous, qui est un grillage. Donc ça, c'est un travail important chez Essie, d'avoir utilisé cette forme de grillage qui vient, je crois, d'après ce qu'elle disait, de grillage qu'elle avait fait pour des animaux, dans leur maison. Donc ça, c'est une forme qu'elle a beaucoup utilisée. Celui-ci est, je trouve, particulièrement beau. Ces deux œuvres viennent donc de la collection de Jean-Luc Verlet, qui a bien connu Essie, qui lui-même était mathématicien, avec un intérêt assez prononcé pour l'art. Et donc la soirée sera consacrée à la fois à Essie et Jean-Luc Verlet, avec un certain nombre de témoignages sur la personne et sur le travail, plus particulièrement de Jean-Luc Verlet, en tant que mathématicien, et peut-être que la soirée va tisser des fils entre ce travail mathématique et puis la création artistique. Donc la soirée sera composée de différents moments assez brefs. D'abord la lecture d'un texte que Jean-Luc Verlet avait écrit pour l'exposition de Essie au Musée d'Art Moderne. Les extraits, le texte est trouvable sur le site de la galerie. Un texte très beau, très original en même temps. Et puis suivra une présentation prise sur Internet d'une conférence qui avait été faite à l'IREM en 2005, au moment où il y avait une journée qui a été consacrée à lui, à Jean-Luc Verlet, à son travail. Et puis deux interventions de deux personnes qui ont bien connu Jean-Luc Verlet, que je remercie. D'abord Bruno Bellos, historien des sciences, et puis Ombline Languereau, qui est mathématicienne. Alors avec des petits intermèdes musicaux qui m'ont semblé pertinents dans la mesure où ça sera la voix de ce qui existe peut-être dans cette relation entre deux personnes, et puis la voix de Essie, pour qui je pense la musique était très importante. Donc ils viendront ponctuer ce programme de ce soir. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'être venus. Alors sont présents parmi les personnes qui sont les plus proches de Essie, Amarante Zidon et Malcolm Dury, qui sont filles et fils de Essie, qui pourront peut-être intervenir pour lui donner une voix dans la soirée. Donc, d'abord la lecture du texte de Jean-Luc Verlet sur Essie. Jean-Luc Verlet. À bâton rompu, sur l'Ival art, bâton pédagogique et écriture de Essie. 1975. Extrait.
D'innombrables générations d'enfants ont soigneusement aligné sur leur cahier d'école des rangées de bâtons, verticaux puis obliques ou même horizontaux, sous l'œil d'un maître attentif à toute distorsion. Cette activité millénaire est traditionnellement préliminaire à l'écriture, à la description codée du langage et du monde, avec la nécessité répétitive de tout apprentissage. L'enfant acquiert la maîtrise et le contrôle de sa main, qui répète les mêmes signes élémentaires à partir duquel il tracera les premières lettres en caractère bâton, comme disent précisément les imprimeurs. Il est certain que la transitivité du parallélisme est un gage de répétition inaltérée. Si le premier bâton est parallèle au second, le second au troisième, l'avant-dernière au dernier, alors le premier sera parallèle au dernier. Dès l'école maternelle, l'enfant apprend donc à écrire le monde à partir du bâton, classique symbole de l'ordre, sous l'œil bienveillant des dieux des parallèles, dont l'autorité a pourtant été sérieusement ébranlée depuis qu'on sait qu'il peut ne pas exister ou être multiple. La description alphabétique du monde est nécessairement sa reconstruction à l'aide des signes abstraits, et si le sait. Mais elle laisse à d'autres la réduction du monde aux seuls signes imposés et laisse son œil vagabonder sur les objets qui l'entourent. Dessins de formes microscopiques, traces d'animaux, végétation flottante, quadrillages et grillages tracés par des animaux ou un élément naturel, mais tout autant fils ébranlés ou fragments déchirés, salis. Ainsi se constitue, à partir de la nature mise à nu et perçue dans des manifestations les plus intimes et les plus élémentaires, tout un itinéraire d'images et d'idées. Cet issu, ou cette issue, des ici, sont la survie des lignes les plus simples, puisées dans la réalité extérieure, qui accèdent à un statut par la discipline répétitive. Par rapport à un monde dont de nombreux aspects la blessent, elle élabore une forme de culture alphabétique primaire, qui traduit ces tentatives et ces difficultés propres de survie. Et si donne, redonne, en les découvrant, redécouvrant, un nouveau sens à ces bâtons d'où nous sommes partis, sur le banc d'école ou dans ces textes. Ces bâtons pédagogiques sont-ils un pas vers la réconciliation de la carotte et du bâton? Et je pense plutôt le contraire. Pris le dictionnaire de philosophie de Normand Colin, parce que j'avais sous la main, j'ai trouvé la chose suivante, alors ça se ressemble beaucoup. Acte de donner présent à l'esprit un objet de pensée, ou encore donner à voir. Alors donner à voir, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que c'est une expression qui a été reprise par certains surréalistes, par certains peintres du XXe siècle, qui disent notre travail, par exemple Paul Klee, dit moi, quand je fais la peinture, je veux donner à voir. C'est-à-dire essayer de présenter quelque chose qui va représenter, pourquoi pas, parce que c'est bien le mot qui est là, quelque chose. Alors,
truc-là dans les classes? Ah bon, bah si, parce que c'est le tableau. Ah, mais non, je vais. Mais j'ai plus besoin d'avoir des percussions à l'hôpital depuis quelques temps. J'ai l'habitude de me casser avec un support. À la limite, on pourrait. Je vais avoir l'habitude de me débrouiller avec un fil à l'impact, en quelque sorte. Bon, donc. Oui, là c'est bon. Donc, je voudrais distinguer certains aspects. D'abord des aspects un petit peu anciens et qui vont jouer dans la représentation, qui sont, je dirais, retenir. Le rôle que ça veut jouer au Moyen-Âge, vous allez voir qu'au Moyen-Âge, ça va jouer un certain rôle. Il n'est pas du tout celui, évidemment, qu'elle a tiré, mais qui est un certain rôle. Retenir, communiquer, comprendre. Comme exemple, le diagramme qui figure au début des éléments de mathématiques de Dieudonné, et dans lequel il établit un graphe extrêmement compliqué avec des lignes et des flèches qui vont aller vers le domaine des mathématiques. Équation différentielle, la géométrie algébrique, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce grand diagramme, ce très très grand diagramme donné par Dieudonné. J'aurais pu l'apporter, puis j'ai pensé trop tard pour que le faire, mais enfin, ce n'est pas le matériau qui va de toute façon manquer. Bon. Le temporalisme est un monsieur qui s'appelle Brad Wise. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une que c'est assez difficile à lire, alors je ne m'y étendrai pas, pour une raison bien simple, c'est que je ne connais pas le sujet. C'est évidemment une manière d'en parler peu. Toujours est-il que tous les livres que l'on lit vous disent qu'il y a effectivement l'idée de représenter verticalement certaines qualités, comme il dit, c'est une grandeur, si vous voulez, qu'il appelle des qualités, et de reconnaître que les relations linéaires, qui sont caractérisées ici par des rapports de proportionnalité de quantités correspondantes, sont respectées. Et il traduit ça par un alignement de ces représentations des qualités qu'il a prises, c'est-à-dire relativement à un système de deux axes. Disons déjà dans les années 1990, je voudrais commencer par dire comment j'ai rencontré Jean-Luc. Et ça renvoie à ce qu'on a vu dans le petit film précédent. Je l'ai rencontré d'abord par ses écrits, en fait. J'étais un tout jeune étudiant, je faisais une thèse sur un mathématicien, Cauchy, et voilà, j'ai eu un auteur, parmi les auteurs qui m'ont influencé, qui ont été vraiment extrêmement utiles pour moi, j'ai eu un auteur qui a été Jean-Luc. Donc peut-être tu peux mettre un de ces... En fait, surtout cet article en fait, qu'il a écrit, des fonctions analytiques, dans un recueil qui était une histoire des mathématiques, qui a été dirigé par le mathématicien Jean Dieudonné. Et donc il avait écrit dans ce recueil un article extrêmement documenté, extrêmement... Il y avait toutes les qualités, je trouve, intellectuelles de Jean-Luc, c'est-à-dire la précision, la rigueur, et en même temps une clarté, en fait. C'était clair, c'était, je dirais pas simple, mais c'était admirablement présenté, et ça a été comme ça que j'ai découvert Jean-Luc. Donc pour moi, c'était un grand, un mathématicien, assistant d'Henri Cartan à la Sorbonne, historien des mathématiques, il est un de ceux qui ont développé l'histoire des mathématiques à l'université. Et donc là, à travers ces rencontres, en allant chez lui, etc., j'ai découvert cet autre aspect de sa personnalité, que je ne connaissais pas du tout, qui était celle du collectionneur. Donc il y avait bien sûr sa collection extraordinaire de livres de mathématiques. Il avait une magnifique, enfin, la plus belle collection de livres mathématiques de Paris, la plus belle qui soit, je pense, même au monde, et qui ouvrait d'ailleurs avec énormément de générosité à tous les étudiants qui voulaient, voilà, il faisait des photocopieuses, il proposait des photocopies à tous ceux qui en avaient besoin, et à toutes celles qui en avaient besoin. Et donc, il y avait ce collectionneur. Et évidemment,
comme vous le savez, il n'était pas simplement collectionneur de livres de mathématiques, c'était l'une de ses collections. Il a collectionné toute sa vie avec passion, il a collectionné les papillons, il nous en parle parfois, il a collectionné des timbres, évidemment, il a fait jusqu'à la fin, je le vois encore en train de trier ses timbres. Il a collectionné aussi, évidemment, des œuvres d'art. Et là, à travers ces œuvres d'art, on le voit avec cet artiste, c'était vraiment quelqu'un, et voilà, c'est un autre aspect de sa personnalité sur lequel je voudrais insister, c'était quelqu'un qui n'était pas un conformiste. C'était vraiment un non-conformiste. Et le lundi suivant, j'étais à Paris, et puis il était avec un collectionneur de timbres, il s'occupait de têtes de Minerve à l'époque. Donc il y avait des têtes de Minerve partout, voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré, grâce à Jean-Luc, moi j'étais uniquement dans un univers de mathématiques, de prof de maths du secondaire, et ensuite j'ai été amenée à croiser Dado, Malcolm, quelquefois, Marante, tout un monde artistique que je ne connaissais pas. Moi, mes parents sont agriculteurs, j'étais sensibilisée aux objets d'art, j'étais sensibilisée à la culture, mais pas du tout à l'art contemporain. Et moi, je me souviens d'essais très bohèmes, très nature, très vif, pleine de sensibilité, mais dans un monde que qui moi est complètement étranger. Quand je la voyais venir le soir, elle restait chez Jean-Luc dormir à l'issue des spectacles. Le lendemain matin, elle avait disparu parce qu'elle prenait le premier train, je suppose que... Pour devenir ses chats. Hein, voilà. Alors Jean-Luc très à l'aise avec le monde de l'art contemporain, le monde de l'art ancien, et très découvreur. C'était quelqu'un qui n'aimait pas la routine, c'était pas quelqu'un du quotidien, c'était quelqu'un très attachant qui avait une culture énorme, qui collectionnait les têtes de Minerve. Une fois qu'il avait fait le tour des têtes de Minerve, il s'intéressait aux timbres d'Amérique du Sud. Dans la précédente photo, on peut la revoir, il y a une photo où il y a un petit tatou surmonté d'une poupée, et je crois que c'est Dado qui l'avait fait. C'est ça. Ah, moi je pense que oui. Hein, celle-ci. J'ai tout de suite reconnu le tatou. Oui, voilà, et ça pour moi il me semble que c'est un Dado, mais j'étais pas sûre, puis j'ai apporté une photo où à côté de Bettencourt, il y avait aussi un Dado, un dessin. Une gravure, non? Une gravure, oui, pardon. Et puis, je me souviens aussi de Jean-Luc parlant avec Dado de Buffon. Bettencourt, j'avais bien accroché, et celui-ci, j'étais vraiment particulièrement sensible. Et peut-être que c'est toi qui disais qu'il y en avait un troisième, peut-être, Jean-Luc? Moi j'ai en tête un travail de broderie, de la famille des végétations et en vert. Et horizontal. Alors des espèces de feuilles papillons. Ça, je ne me rappelle absolument pas. Voilà. Il faudrait que j'en reparle à Aurélia Georges, parce que oui. Je sais qu'elle avait l'œil, elle avait justement découvert le travail de Hessy chez Jean-Luc. Voilà. Et j'ai senti effectivement, malgré un peu le tourbillon que ça a pu être et parfois les dérangements chez lui, c'était vraiment une partie aussi de son existence qui n'était plus là. C'était des familiers qu'il avait côtoyés pendant des décennies. Et que ça lui faisait de la peine de la savoir un peu clouée à Éreval pendant ces dernières années. Et je me rappelle aussi, lorsque j'étais plus jeune, de Jean-Luc qui avait besoin à un moment de quitter Paris, de faire un petit peu le point, et on voyait débarquer à Hérouval. Et donc dans ces cas-là, moi c'était ma chambre qui était réquisitionnée, et donc je ne sais plus où j'allais dormir, mais voilà, c'était extrêmement naturel, je pense, c'était un accord tacite en fait. C'est ça, et Jean-Luc, nous on était ravis de l'avoir à la maison, parce que c'était... Ça, il ne l'a jamais dit. Ouais, ça c'était vraiment quelqu'un qui avait justement cette connaissance sur le monde scientifique, et je sais que ici insistait beaucoup sur ce point-là par rapport à nous, en disant que c'était vraiment justement ce qu'on a redit, un éclaireur, et que voilà, ce milieu artistique pour ici, c'était peut-être pas suffisant pour nous. Elle voulait aussi qu'on ait cette ouverture et qu'on ait des personnes qui soient vraiment perfectionnistes, qui soient vraiment des grands intellectuels, qui puissent aussi nous montrer qu'il y avait d'autres domaines à explorer.
ça, elle me l'avait même redit hein, dans les dernières années de sa vie, qu'elle était très reconnaissante à Jean-Luc d'avoir justement joué ce rôle d'éclaireur pour nous. Le poème s'appelle I, avec un petit point. C'est une écriture très très particulière et très intéressante. À part les poèmes, il écrit sur la nature, il a des réflexions philosophiques, beaucoup sur l'esthétique. Là, c'est un poème lettriste. I. Tic, 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 tic. Lui, tic, 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 luca. Lui, tic, tic, tila, tic, tic, lui, luca. Tic, tic, lac, luki. Lui, tic, tic, tica, luki. Tic, tili, tic, tilac. Tic, tic, tica. Oui, luki, tica, luki. Par le tic, patic, tilac. Puis le tic, tica, luki. Tic, tila, tica, luki. Tic, tila, tica, luki. Tic, 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 tila. Tic, 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 tica. Tic, tic, tica, luki. Tic, tic, tica. Les bruits changent ce qu'ils disent. Ils ne disent pas toujours quelque chose. Quelquefois, ils disent quelque chose, mais on ne sait pas quoi.